Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette visio Retex sur la sécurité incendie, sur le thème de l'intervention des sapeurs-pompiers pour comprendre et faciliter leurs actions. Nos invités sont à ma gauche Ronan de Blinière. Bonjour, colonel à l'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers. Merci d'être là, bonjour. Merci, bonjour. 25 ans de service, je m'attendais à voir quelqu'un de grisonnant, mais pas du tout, jeune, en pleine forme, magnifique. Vous avez commandé le 2e groupement d'incendie et de secours et vous avez été amené, entre autres, à intervenir sur l'incendie de Notre-Dame, c'est ça? C'est ça. En face de vous, Jacques Cardoncuf, qu'on ne présente plus, mais on va quand même le présenter. Bonjour Jacques. Grisonnant, lui. Mais magnifique également. Ancien des soldats du feu, comme officier des postes opérationnels, puis porte-parole de la BSPP. Aujourd'hui, officier de sécurité de la Société Générale. Vous êtes responsable de la sécurité des personnes et des biens dans les immeubles de direction de la Société Générale, surnommée SocGen dans les marchés financiers, soit une quarantaine d'immeubles quand même en France et certains à l'étranger. Vous connaissez donc extrêmement bien les attentes des sapeurs-pompiers et les process justement que nos amis directeurs sécurité peuvent et surtout doivent mettre en place. On est d'accord, Jacques? C'est bien ça, je vais essayer de faire... après une première partie de carrière dans cet uniforme, la liaison avec vous tous. Très bien. Et essayer d'expliquer ses propos pour les non-initiés. Alors, ce Retex, pardon, va durer 25 minutes environ, puis on passera, je vous le rappelle, en échange virtuel, puisqu'on ne peut plus se retrouver autour d'un bon verre de vin ou d'une bonne bouteille d'eau. En tout cas, en petit groupe, via un lien qui vous sera envoyé sur votre mail ou que vous pourrez trouver sur le chat qui se trouve sur le côté de votre écran, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Vous pourrez ainsi, dans ces rooms, partager vos expériences et échanger avec le colonel de Blinière qui passera de room en room. Je souhaite en tout cas, avant de débuter, remercier les clubs associés qui sont en ligne avec nous. Bonjour Nantes, Buchur Strasbourg, parce qu'on dit comme ça là-bas, et bonjour à Paris. Merci aussi à tous les participants. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, plus de 90. C'est un magnifique succès. Et aux fidèles partenaires de chaque club, je les remercie chaleureusement, on les voit ici. Ils nous accompagnent surtout dans cette période difficile. Alors je les salue. Anaveo, Asgard Consultant, Axis Communication, Azure Drone, Batisef, Batiregistre, Castel, Chubb, Command, Everbridge, Fichier Security Solutions France, Honnête, Samsix Sécurité, Securitas, Ceris Security Group. Merci à tous. Colonel Ronan de Blinière, Jacques Cardoncuf a quelques questions pour vous, pour répondre donc au thème du jour. En résumé, comment fonctionnez-vous et comment nos directeurs sécurité peuvent vous aider au mieux en cas d'intervention dans leurs entreprises? Alors je vais commencer par couper la parole au colonel, puisque ce qu'il va exposer là traite des sapeurs-pompiers de Paris. Et ce ne sera pas parole d'évangile à Nantes et à Strasbourg, puisque les techniques généralement sont identiques. Mais il y a certains process qui sont spécifiques aux pompiers de Paris, de par leur statut militaire, et surtout la densité de personnes sur la capitale. Alors, je vous laisse commencer. Ben voilà, donc le colonel, bon, on se connaît bien, de longue date, donc je ne sais plus si je vais vers le vouvoiement ou le tutoiement. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette visio Retex sur la sécurité incendie, sur le thème de l'intervention des sapeurs-pompiers pour comprendre et faciliter leurs actions. Nos invités sont à ma gauche Ronan de Blinière. Bonjour, colonel à l'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers. Merci d'être là, bonjour. Merci, bonjour. 25 ans de service, je m'attendais à voir quelqu'un de grisonnant, mais pas du tout, jeune, en pleine forme, magnifique. Vous avez commandé le 2e groupement d'incendie et de secours et vous avez été amené, entre autres, à intervenir sur l'incendie de Notre-Dame, c'est ça? C'est ça. En face de vous, Jacques Cardoncuf, qu'on ne présente plus, mais on va quand même le présenter. Bonjour Jacques. Grisonnant, lui. Mais magnifique également. Ancien des soldats du feu, comme officier des postes opérationnels, puis porte-parole de la BSPP. Aujourd'hui, officier de sécurité de la Société Générale. Vous êtes responsable de la sécurité des personnes et des biens dans les immeubles de direction de la Société Générale, surnommée SocGen dans les marchés financiers, soit une quarantaine d'immeubles quand même en France et certains à l'étranger. Vous connaissez donc extrêmement bien les attentes des sapeurs-pompiers et les process justement que nos amis directeurs sécurité peuvent et surtout doivent mettre en place. On est d'accord, Jacques? C'est bien ça, je vais essayer de faire
après une première partie de carrière dans cet uniforme, la liaison avec vous tous. Très bien. Et essayer d'expliquer ses propos pour les non-initiés. Alors, ce rétex, va durer 25 minutes environ, puis on passera, je vous le rappelle, en échange virtuel, puisqu'on peut plus se retrouver autour d'un bon verre de vin ou d'une bonne bouteille d'eau. En tout cas, en petit groupe, via un lien qui vous sera envoyé sur votre mail ou que vous pourrez trouver sur le chat qui se trouve sur le côté de votre écran, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Vous pourrez ainsi, dans ces rooms, partager vos expériences et échanger avec le colonel de Blinière qui passera de room en room. Je souhaite en tout cas, avant de débuter, remercier les clubs associés qui sont en ligne avec nous. Bonjour Nantes, Buchure Strasbourg, parce qu'on dit comme ça là-bas, et bonjour à Paris. Merci aussi à tous les participants. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, plus de 90. C'est un magnifique succès. Et aux fidèles partenaires de chaque club, je les remercie chaleureusement, on les voit ici. Ils nous accompagnent surtout dans cette période difficile. Alors je les salue. Anaveo, Asgard Consultant, Axis Communication, Azure Drone, Batisef, Batiregistre, Castel, Chubb, Command, Everbridge, Fichier Security Solutions France, Honnête, Samsix Sécurité, Securitas, Ceris Security Group. Merci à tous. Colonel Roland de Blinière, Jacques Cardoncuf a quelques questions pour vous, pour répondre donc au thème du jour. En résumé, comment fonctionnez-vous et comment nos directeurs sécurité peuvent vous aider au mieux en cas d'intervention dans leurs entreprises. Alors je vais commencer par couper la parole au colonel, puisque ce qu'il va exposer là traite des sapeurs-pompiers de Paris. Et ce ne sera pas parole d'évangile à Nantes et à Strasbourg, puisque les techniques généralement sont identiques. Mais il y a certains process qui sont spécifiques aux pompiers de Paris, de par leur statut militaire, et surtout la densité de personnes sur la capitale. Alors, je vous laisse commencer. Ben voilà, donc le colonel, bon, on se connaît bien, hein, de longue date, donc je ne sais plus si je vais vers le vouvoiement ou le tutoiement, mais enfin, donc la brigade aujourd'hui, comment fonctionne-t-elle et comment intervient-elle? Alors, je sais que j'ai peu de temps à consacrer, hein, donc le timing. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, alors je vais essayer d'être exhaustif, mais bref, donc je vais me concentrer sur l'essentiel. Je voulais présenter en fait, d'une part, la marche générale, ce qu'on appelle la marche générale des opérations des pompiers de Paris, sur incendie, en relevant quelques points critiques à bien retenir. Ensuite, la marche générale des opérations en situation d'attentat, parce que ça peut être intéressant également pour des sociétés. Et puis après, je ferai un petit, si on a le temps, je parlerai un petit peu de Notre-Dame, je vous donnerai un cas concret avec Notre-Dame. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, je vous ai préparé une petite présentation PPT, j'espère qu'elle ne sera pas trop austère. La marche générale des opérations des pompiers de Paris, si vous voulez, c'est 9 étapes. 9 étapes, dont 5 étapes primordiales, les 5 premières, hein, tout simplement, qui vont des reconnaissances initiales jusqu'aux rondes. Alors, on commence toujours par des reconnaissances. Les reconnaissances sont fondamentales parce que c'est ce qui nous permet de comprendre l'environnement dans lequel on arrive et on va intervenir. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? On cherche à comprendre surtout déjà les volumes, les cheminements. En fait, un petit peu comme vous, lorsque vous arrivez dans une société, c'est la même chose. L'architecture du bâtiment, l'architecture cachée aussi, c'est utile. On cherche évidemment à comprendre les dispositifs de prévention et de sécurité. Est-ce qu'ils ont fonctionné, pas fonctionné, où est-ce qu'ils se trouvent? On va chercher à identifier tout de suite le sinistre, mais surtout les propagations, pas nécessairement le foyer initial. Enfin bref, on va essayer de comprendre tous les points clés du bâtiment, ce qu'il faut tenir ou pas tenir. Un point clé qui ne doit pas... n'a pas évolué, c'est y a-t-il des victimes? Et là, je crois que le directeur de la sécurité, c'est la première chose qu'il doit vous donner. Voilà, alors c'est ça, il faut absolument nous indiquer tout de suite s'il y a encore des gens qui travaillent dans le bâtiment, même la nuit, hein, ça peut être des agents d'entretien ou de sécurité, ou alors des gens qui travaillent un peu plus tard, de sécurité. Et les reconnaissances nous servent aussi à ça, hein, à localiser les victimes, à localiser les salariés, les clients, enfin bien à connaître effectivement tous les endroits où les gens auraient pu se réfugier notamment. Ensuite, on va passer au sauvetage, et ça c'est une priorité, hein, le sauvetage, qui vont se faire simultanément en reconnaissance dès qu'on trouve. Donc il faut vraiment nous indiquer, nous orienter dans la bonne direction le plus vite possible, hein, tout simplement. Et simultanément, on va aussi recommencer à établir nos tuyaux, parce qu'il faut attaquer le feu le plus rapidement possible. Donc pour ça, on va utiliser déjà, si on peut, tous les moyens qui sont mis à disposition dans le bâtiment.
hein, par les dispositifs de prévention. On va essayer de comprendre aussi les points d'alimentation. Parfois, il y a de l'eau dans les bâtiments qui peut être utilisée. On va tout de suite établir, parce que l'eau, on part du principe, si vous voulez, chez les pompiers, que l'eau facilite les sauvetages. On ne peut pas d'abord sauver et ensuite attaquer. On essaie de faire les deux simultanément, ce qui n'est pas facile. Donc on consacrera toujours une partie de nos moyens à réaliser quand même des établissements pour pouvoir attaquer le plus vite possible le foyer. On mettra également en place de la ventilation. Alors la ventilation, ça dépendra beaucoup du fonctionnement ou non des dispositifs du bâtiment. C'est-à-dire si les dispositifs ne fonctionnent pas, il va falloir qu'on supplée au défaut de ventilation dans le bâtiment. Et puis, ça va accompagner aussi l'attaque. On va utiliser. Et ensuite, on passera à l'attaque le plus vite possible. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'attaque pas spontanément nécessairement le foyer principal. On va chercher d'abord à attaquer les propagations. Ça peut paraître, donc, ça, les gens ne comprendront pas qu'on... Pour éviter que ça progresse ? Voilà, on cherche d'abord à circonscrire le feu, si vous voulez. On souhaite que le feu ne sorte pas du volume ou des volumes dans lesquels il est déjà rentré. D'accord. Donc, la priorité, c'est quand même de le circonscrire. Donc, on ne se focalisera pas forcément sur le foyer principal, celui qui brûle le plus. Et nous, directeurs de sécurité, on a aussi une attente, c'est que l'outil, cette entreprise, c'est un outil de production, et il va falloir vous donner le point névralgique et ce qu'il faut protéger et sauver. Voilà. Alors, il faut tout de suite nous dire dans quelle direction, enfin, là aussi, effectivement, les endroits stratégiques qu'il faut protéger absolument. La cafétéria, je rigole. Ou alors, à défaut de les protéger, au moins nous dire à tel endroit, avant que le feu ne l'atteigne, il faudrait essayer de sauver tel ou tel... C'est pas nécessairement des personnes, hein, il faut peut-être aller chercher du matériel, bien sûr. Du matériel informatique, des documents, des archives, des choses comme ça. Pour nous, c'est très important. Parce qu'on dirigera nos reconnaissances et éventuellement l'attaque dans cette direction. On agira aussi en protection, hein, il faut le savoir. On fait du dégât, malheureusement, hein, de toute façon. Les eaux d'extinction font du dégât, des choses. Donc, il faut nous indiquer aussi, tout de suite, rapidement, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut protéger des dégâts du feu, du dégât de l'eau, également. Pour nous, c'est important. Enfin, on passera aux phases de déblai, de dégarnissage, de surveillance et de ronde. Donc, même après un incendie, on pourra rester longtemps sur place, en fonction de l'intensité au fait du sinistre. On peut rester plusieurs jours, hein, parfois. Et là, d'ailleurs, c'est toujours l'officier, il y a le représentant des pompiers qui a le commandement des opérations de secours. Et je pense que le responsable sécurité de l'entreprise, il n'a pas autorité et ne peut pas toujours exiger. C'est quand même l'officier qui décide. C'est-à-dire, en fait, mais ça, c'est prévu par la loi, hein, c'est un dispositif réglementaire. C'est-à-dire, le pompier est désigné comme commandant des opérations de secours. C'est-à-dire que pendant les opérations, tant qu'on n'a pas passé l'opération terminée, il a autorité, y compris sur les autres agents publics, sur la police, sur un certain nombre d'agents publics, d'agents administratifs. Donc, à plus forte raison, évidemment, sur le propriétaire de l'établissement. Jacques, en préparant ce rétex, vous avez souligné le fait que parfois, dans certaines interventions, des actions de pompiers peuvent choquer les directeurs sécurité-sûreté. Ça peut arriver, donc il faut qu'ils se préparent aussi. On peut préciser ? C'est un terme que le colonel va vous expliquer, c'est la part du feu, en fin de compte. Pour sauver quelque chose, parfois, il faut accepter certaines contraintes et certaines choses difficiles à accepter. C'est l'objet de ma deuxième... Je voulais en parler. Il y a une phrase qui est assez caractéristique chez nous. On dit que seul ce qui n'est pas atteint par le feu est intéressant. Voilà. D'accord. C'est la part du feu, c'est exactement ça. Ce qui brûle est souvent perdu, donc on préfère abandonner une partie, si vous voulez, en échange du temps contre du terrain. D'accord. Parce qu'on peut le temps d'établir nos tuyaux, le temps de s'organiser, de faire les reconnaissances, en fait d'investir le bâtiment, le feu progresse lui pendant ce temps-là. Donc en fait on abandonne une partie du bâtiment, éventuellement certaines zones au feu, pour pouvoir l'arrêter et créer des lignes d'arrêt, si vous voulez. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Je retiens également 5 facteurs de succès. Pour nous, c'est la vitesse d'engagement. La vitesse d'engagement, c'est d'abord... D'où l'intérêt d'avoir une bonne connexion avec le directeur sécurité. Exactement. Oui, alors malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas cette chance-là. À la brigade, et je pense dans les corps de pompiers départementaux, ils ont des établissements répertoriés qui sont des établissements sensibles. Et donc, ceux-là sont connus des sapeurs-pompiers. Il y a des exercices, des plans. La voiture PC, quand elle arrive, c'est documenté. Et ce sont des établissements connus. Et là, les pompiers interviendront plus rapidement, avec une meilleure assurance. Malheureusement, on ne peut pas tout répertorier.
Donc moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est de prendre contact, ne pas attendre l'intervention des pompiers, anticiper, inviter le pompier à prendre un café et lui présenter son établissement, alors pas l'état-major des pompiers de Paris, la caserne locale qui est amenée à intervenir et lui proposer peut-être et puis de faire un exercice, parce que parfois la brigade, comme les autres corps de pompiers, cherchent des lieux pour faire des exercices et ils sont aussi preneurs plutôt que dérouler le tuyau dans la caserne. Si la brigade a toujours le temps. Non, mais ça c'est fondamental. Ce qu'on appelle la connaissance secteur, c'est-à-dire la caserne du secteur doit bien connaître tous les établissements effectivement répertoriés, et on gagne du temps. D'accord. On gagne du temps. Mais la vitesse d'engagement, ça commence déjà aussi, c'est important, par l'alerte. C'est-à-dire le dispositif d'alerte est fondamental. Plus vite on est alerté, plus vite on arrivera. Et ensuite, c'est l'accueil aussi. L'accueil dans l'établissement, le guidage. Oui. Parce qu'on peut vite perdre 2, 3, avec des minutes précieuses au départ du coup, parce que tout simplement, en fait, on ne prend pas la bonne entrée, on ne sait pas où mettre les engins, on ne sait pas se positionner. Donc ça, c'est fondamental. Ou le chef de poste et chef d'établissement qui apporte les plans de son bâtiment à l'officier, à la voiture PC. Ça, c'est un gain de temps et un idéal. Voilà. Ils nous mettent à disposition un maximum de documents. Pour, je l'ai dit, pour les reconnaissances, on a besoin de comprendre. Et nous, on cherche à comprendre, si vous voulez... 3 choses, on cherche à comprendre où ça se passe, où est le sinistre, éventuellement vers où il se déplace, pour couper les propagations dont je vous parlais, et qu'est-ce qui brûle surtout, pour essayer de dimensionner en face un volume de lance. Et ensuite, évidemment, qui se trouve à l'intérieur et qui est susceptible d'être soumis au sinistre. Donc ça, il faut qu'on nous aide à comprendre. Donc là, il y a un échange qui se fait avec le commandant des opérations de secours ou les pompiers sur place. D'accord. Les reconnaissances, pour qu'elles soient bien complètes et efficaces, il faut nous fournir des plans, effectivement, un maximum de plans. Toutes les informations que vous avez, il faut les débiter. Nous, on s'occupera de les remettre en ordre. Et non pas que parfois, je le vois maintenant passer dans le civil, on s'efforce de faire une liste des personnes sorties du bâtiment. Non, parce qu'il y a 100, 200, 1000, 3000 personnes. C'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut dire aux pompiers, c'est je n'ai pas connaissance... 10 personnes, je ne sais pas où elles sont. Donc, si on n'est pas sûr, il faut le dire, parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a peut-être 5 ou 10 dans le bâtiment, mais pas compter les gens qui sont à l'extérieur. Ça prend beaucoup plus. Voilà, il faut nous donner un volume même approximatif et nous donner les zones, nous indiquer les zones même approximatives où ces personnes seraient susceptibles de se trouver. Ensuite, on va attaquer rapidement, mais pour attaquer rapidement, c'est pareil. Si on peut être guidé, on gagne du temps. Si on a des clés, s'il y a des codes, s'il y a des choses comme ça, on en a besoin. Parce qu'on peut rester 5 minutes derrière une porte qui n'est pas... Donc là, on est sur le point numéro 3 des facteurs de succès. Sur la rapidité de l'attaque, en fait. La rapidité de l'attaque, elle dépend de ça. Le guidage. Là, on est toujours sur le guidage, sur la désignation des zones, des points clés, éventuellement de points d'attaque. Ça, il faudra nous aider. Et ça peut être fait aussi en amont, ça. Alors ça fera l'objet de plans, oui. Dans les plans, on peut préparer déjà, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de scénarios, si vous voulez, possibles. Si vous avez un établissement, un bâtiment qui est important, qui est grand, vous ne pourrez jamais envisager tous les scénarios possibles. Non, mais on peut fournir tous ces éléments en avant autour d'un café, puisqu'on aura sauvé la cafétéria, justement. Mais justement, d'avoir cette communication en amont avant l'incendie. Oui, mais les plans ne seront pas donnés à la caserne. Parce que sinon, la caserne, elle a une bibliothèque ingérable. C'est en arrivant qu'il faut les transmettre. J'ai un exemple à la fin, là, sur Notre-Dame, de plan qui a été fabriqué par les pompiers. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai qu'on conçoit nous-mêmes nos propres plans qui sont adaptés, justement pour gagner du temps et aller vite dans la compréhension du bâtiment. Et enfin, on va très rapidement sectoriser notre intervention, c'est-à-dire qu'on va répartir, en fait, on va quadriller le terrain et le bâtiment. Et ça, on a aussi besoin des plans, on a besoin aussi d'un interlocuteur pour nous expliquer les différents compartiments du bâtiment, les cloisonnements éventuellement, les dispositifs de prévention. On a besoin de savoir, de comprendre, et ça va nous aider à cloisonner notre intervention, à sectorier. Sur ce point-là, d'ailleurs, dans les entreprises, moi j'ai découvert, en y arrivant dans ma reconversion, qu'il y avait des radios dans quasiment tous les postes de sécurité aujourd'hui. Et il est important d'utiliser cette radio et pourquoi pas amener un homme auprès de l'officier ou de la PC, la voiture PC, avec cette radio qui sera au service de l'officier. Et quand il a besoin d'une information, il a tout de suite l'homme et la radio à côté pour apporter une aide. Pour communiquer rapidement. Nous, ce qu'on préconise, ce qui se pratique beaucoup, ce qu'on appelle le concept d'officier de liaison. C'est-à-dire, c'est éventuellement... Enfin,
je me place, si vous voulez, dans un sinistre d'envergure assez majeur. On a besoin, l'officier de liaison, c'est un cadre, si vous voulez, de la société, qui sait un certain nombre de choses, qui a les numéros de téléphone utiles pour nous aider à gagner du temps. Et lui, il doit rester à la zone, ce qu'on appelle la zone des postes de commandement, à la zone des PC, et c'est lui qui nous alimente en permanence. Et éventuellement, il délègue ensuite d'autres personnes de la société dans certains endroits. Mais il ne faut surtout pas qu'il bouge, on doit l'avoir sous la main en permanence. D'accord. C'est quand même utile. Voilà. Je passe rapidement sur la marche générale des opérations en cas d'attentat, secours à victime. Alors, elle n'existe pas, elle n'a rien d'officiel, mais c'est en gros le concept. On commencera toujours par des reconnaissances, de toute façon. Imaginons une prise d'otage dans un bâtiment, dans une société, une prise d'otage dans laquelle on peut, puisque c'est déjà arrivé, c'est un mode d'action qui peut être pratiqué avec une mise à feu des terroristes pour justement freiner l'arrivée de la police ou des pompiers. On commencera toujours par des reconnaissances et l'idée déjà, c'est de savoir, si vous voulez, identifier les possibilités d'engagement. Où est-ce qu'on peut s'engager, ne pas s'engager, ce qu'on appelle les go, no-go en termes militaires, les zones où on ne peut pas. Et ça, parfois, les gens de la société qui ont été éventuellement pu déjà être victimes de l'attaque pourront nous orienter. N'allez pas dans telle direction, c'est dangereux. Dans telle direction, par contre, vous pouvez cheminer en sécurité. Ensuite, on va établir. On va mettre des établissements, des tuyaux en place pour être en mesure de répondre à, si vous voulez, une mise à feu, s'il y a un déclenchement de feu, puisqu'on part toujours du principe qu'on ne pourra pas progresser s'il y a un feu en face de nous, ni les forces de sécurité. Donc c'est fondamental, on va préparer ce dispositif hydraulique, c'est ce qu'on appelle une réserve d'intervention. Et ensuite, si on atteint les victimes, on va procéder à un damage control, c'est-à-dire qu'on ne va pas les traiter sur place. Ah bon ? On ne traitera pas, on ne va pas médicaliser sur place. L'objectif, c'est d'aller très très vite. Donc en fait, on va juste stopper les dommages vitaux, si vous voulez, sur les personnes. Donc clairement, ce sont des points de compression, éventuellement des poses de garrot, juste pour la maintenir en vie, le strict nécessaire. Ensuite, on va extraire le plus vite possible les victimes. On va les sortir le plus vite possible en dehors de ce qu'on appelle une zone d'exclusion, c'est-à-dire là où elles sont un minimum en sécurité. On va créer un point de regroupement des victimes. Et on va faire des allers-retours, si vous voulez, ce qu'on appelle une petite noria entre la zone des victimes et ensuite ce point de regroupement des victimes. Et là, on n'avait pas parlé lors de la préparation de l'intervention de ce point-là, c'est le poste médical avancé sera mis dans une zone qui est éloignée et pas toujours la plus évidente. Pourquoi ? Depuis les surattentats, c'est une crainte aussi qu'ont les sapeurs-pompiers comme la police, qui est un surattentat. Donc il ne faut pas traiter, comme disait le colonel, les victimes au plus près et obligatoirement dans un hall d'entrée d'un immeuble voisin. Parce que le terroriste, lui, saura que c'est là qu'il faut mettre de la bombe. Mais à la différence, par exemple, des États-Unis, où les victimes sont emmenées directement dans les hôpitaux. Ça dépendra de la situation, en fait. C'est un choix de chef, donc c'est le commandant des opérations de secours avec le directeur des secours médicaux qui fixe, si vous voulez, la manœuvre, l'idée de manœuvre, et qui se disent, bon, on amène tout le monde dans les hôpitaux ou alors on stabilise sur place. D'accord. Donc il y a deux hypothèses. La priorité, si vous voulez, c'est vraiment de sortir les gens de la zone dangereuse, de la zone d'exclusion. Mais tous les gens, y compris les impliqués, tout le monde sera sorti. C'est de les amener à ce point de regroupement des victimes où elles seront triées. C'est un peu cru, mais si vous voulez, il y a un médecin à ce point de regroupement qui va tout de suite désigner les personnes qu'on ne prendra pas en charge, malheureusement, parce qu'elles sont perdues, et qui va désigner celles à prendre en charge en priorité. D'accord. Et selon si vous voulez, la stratégie qui a été choisie, ces personnes, soit on va les amener sur un PMA où elles seront stabilisées, ou alors, la plupart du temps, on les amènera le plus rapidement possible dans des hôpitaux. D'accord. Et ces hôpitaux, c'est ce qu'on appelle des trauma centers. Dans la région parisienne, dans toutes les régions de France, vous avez des trauma centers spécialisés dans la prise en charge des victimes justement de plaies par balle ou de plaies à l'arme blanche, ou de choses comme ça, d'hémorragie. D'accord. Donc là, si vous voulez, l'idée générale, c'est quand même la vitesse. Et donc, c'est très rapide. C'est la rapidité. Alors, un point particulier que... Quand je suis passé dans le civil, donc à la Société Générale, dans les plans préétablis, il y avait aussi des attentes dans les exercices et qu'on nous demandait, ou à la RH ou aux responsables sécurité, demander aux pompiers ou aux policiers la liste des victimes. Alors, la liste des victimes, les sapeurs-pompiers ne la donneront pas systématiquement. Surtout, alors, si c'est un incident, un événement dans l'entreprise comme un feu,
Là, tu me diras si je dis une bêtise, mais aujourd'hui, la liste des victimes peut être donnée à la DRH. Par contre, s'il s'agit d'un attentat, là, la liste des victimes, la première priorité, c'est de la communiquer à la préfecture ou à la préfecture de police ou la préfecture, et c'est elle qui se fera le lien dans un cadre d'attentat vers les familles. Ce n'est pas l'entreprise. Donc l'entreprise n'aura pas les noms dans les minutes ou dans l'heure qui suit. Ouais. De toute manière, dès lors que ça fait l'objet d'une enquête, qu'on rentre dans une procédure judiciaire, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui l'expliqueront bien mieux que moi, la liste des victimes n'est pas communiquée, quoi. Elle est communiquée uniquement à l'autorité préfectorale. Et c'est l'autorité préfectorale ensuite qui organise la chaîne de l'information. D'accord. Il y a une confidentialité liée à l'enquête et à beaucoup de choses. J'ajoute aussi, je n'ai pas fait figurer quand même sur la présentation, mais c'est important en cas d'attaque terroriste ou même d'incendie d'ampleur, on mettra régulièrement en place un centre d'accueil des impliqués, c'est-à-dire que même les impliqués qui sont indemnes seront quand même pris en charge. Il y a des cellules médico-psychologiques. Donc il ne faut pas que les personnes s'égayent nécessairement. C'est parfois bien de regrouper les gens. Et au moins, ils passent tous devant un médecin, un psychologue, etc. pour s'assurer, ne serait-ce que pour prendre contact, si ces gens développaient des stress post-traumatiques après. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est mis en place lors de l'intervention. Voilà. Je passe rapidement sur les attentes du directeur de sécurité. Bon, il y a l'avant, le pendant et l'après, hein, c'est assez classique. Avant, donc ça, c'est les attentes que vous avez vis-à-vis du directeur de sécurité. Ce qu'un pompier attend d'un directeur de sécurité pour préparer d'abord son l'intervention, l'engagement des pompiers. Profitez-en pour faire une capture d'écran, ceux qui nous regardent. Mais bon, il y a 3 types de préparation. La préparation matérielle, on en a déjà largement parlé. C'est tous les dispositifs de prévention, s'assurer de la maintenance, s'assurer qu'ils fonctionnent régulièrement, les tester. C'est aussi la mise à disposition de plans, enfin toutes les informations nécessaires. Ça se prépare avant, ça. D'accord. Ça se prépare avant. Et éventuellement, les plans, vous pouvez nous, on vous donnera jamais, on les validera jamais de manière, si vous voulez, formelle ou régulière, mais simplement, vous pouvez en parler avec les pompiers du secteur. Il y a une préparation intellectuelle, c'est de la part des cadres, mais aussi de la part de toutes les équipes de la société. C'est la connaissance du bâtiment, ça, elle est fondamentale, hein, je vous l'ai dit. C'est aussi développer l'autonomie et l'initiative des équipes. On voit la différence entre des équipes qui ont de l'autonomie, qui vont de l'avant et qui nous proposent des choses, et on gagne du temps, quoi. Là, toujours, on est toujours là, c'est la course contre la montre. Et une préparation psychologique, c'est-à-dire, il y a aussi, il faut se préparer quand même, les cadres, mais aussi les équipes, à affronter le cas non conforme ou, si vous voulez, l'impossible. Ça paraît, la plupart du temps, c'est des petits sinistres. Je pense au feu du Crédit Lyonnais, qui est un sinistre majeur. Ou je pense à Notre-Dame de Paris. Moi, ce qui m'a frappé à Notre-Dame de Paris, c'est l'espèce un peu de sidération, si vous voulez, de désespérance des responsables. Ils n'avaient jamais imaginé que ça pourrait leur tomber sur la tête, quoi. Et ils avaient du coup du mal, si vous voulez, à se mobiliser, à se mettre en route. Les gens étaient un peu figés et un peu désarçonnés, quoi, vraiment, sens propre, sens figuré. Oui, mais ça avait un côté aussi historique qui se mêlait à ça, qui fait que... Il y avait une dimension, mais il faut se préparer psychologiquement quand même à affronter une situation éventuellement délicate. Ça peut être une situation d'attentat, des choses comme ça. Et ce jour-là, il faudra être présent. Les responsables devront être présents et pas se... Et malheureusement, là, je le vois dans les entreprises, hein, ou chez moi, quand il y a une intervention, que ce soit police, pompiers, quand nous, directeurs de la sécurité, parce que c'est notre domaine, on va vers le policier ou le pompier en lui donnant des éléments, en lui en proposant quelque chose, il y a la direction derrière qui dit « mais laissez-le faire, c'est lui l'expert ». Oui, mais de toute manière, la décision qu'on prend ne sera pas juridiquement analysée derrière, parce que de toute manière, c'est le COS qui a le commandement et c'est l'officier des pompiers qui fera le choix. C'est pas le responsable sécurité. Donc, oui, il faut aller vers les pompiers et leur proposer des solutions et c'est lui qui tranchera à la fin. Alors, vous parliez à l'instant de l'incendie de Notre-Dame. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots là-dessus? Est-ce qu'on peut parler des moments forts, des choix stratégiques, des risques, justement, un retour d'expérience qui intéresse, qui nous a tous touchés? J'aurais pas trop le temps parce que ce serait interminable. Hein. Il nous faudrait des heures. On a fait des retours d'expérience, c'est systématique. Hein. Je l'ai mis d'ailleurs aussi dans ce qu'on attend du directeur des sécurités. Il y a une phase après le sinistre, après l'attaque, après, si vous voulez, il y a une phase de rétexte qui est fondamentale, qui est quand même essentielle. Hein. Dans la phase de réparation qui permet de comprendre déjà ce qui s'est passé. Et ensuite bah, évidemment, de restituer ça
dans la doctrine, dans les schémas d'intervention ou alors dans la préparation opérationnelle avec les pompiers du secteur. Donc nous, on a procédé à ça effectivement avec Notre-Dame. J'ai préparé je voulais juste montrer un petit focus sur Notre-Dame. Il s'agit, si vous voulez, là vraiment de la fiche opérationnelle qu'on appelle un triptyque qui avait été fait par les pompiers sur Notre-Dame. Donc c'est juste, je ferai 2 observations sur ces images. C'est très visuel, c'est essentiellement visuel, c'est pas très compliqué. Parce qu'on sait que lorsqu'on intervient, si la situation est compliquée, on n'aura pas notre intégrité intellectuelle et psychologique. Donc il faut quelque chose de facile à comprendre et qui frappe l'esprit. Donc là, typiquement sur Notre-Dame, vous voyez qu'on comprend tout de suite les volumes, les cheminements, les points clés du bâtiment ou les points clés du réseau hydraulique qui est à proximité de Notre-Dame. Ça, c'est fondamental. Donc, lorsqu'on fait des plans, lorsqu'on réfléchit sur des interventions, des engagements sur son établissement, il faut aller au plus simple. Et il faut le faire tester par des gens qui ignorent tout du bâtiment. On doit être capable de comprendre, si vous voulez, en 2 minutes, ce qui est fondamental et ce qui l'est moins. En revanche, le plan, et c'était peut-être un peu le biais de ce plan de Notre-Dame, c'est qu'on avait prévu d'attaquer, si vous voulez, par les hauts, en fait, donc par les coursives, par les beffrois, et le feu était tellement violent, là c'est vraiment l'impossible. C'est ce qu'on n'avait pas foncièrement imaginé. En réalité, on s'est rendu compte rapidement qu'on ne pouvait pas tenir les hauts du bâtiment face à la virulence du feu. Et donc il a fallu se replier et réarticuler tout notre dispositif en bas, sur le parvis et dans les rues avoisinantes. Donc ça prend toujours un peu de temps. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'avait pas envisagé le scénario ultime. Pas vraiment, en fait. On avait envisagé d'intervenir sur une toiture, mais sur un feu naissant où on développait, mais en début de développement, mais pas en plein développement et déjà quasiment à sa capacité maximale. Donc dans la conception des plans, dans la conception des exercices, il faut envisager le canon conforme, il faut envisager la situation butoir où finalement il faut changer le scénario. Est-ce qu'on aurait pu sauver davantage de choses à Notre-Dame si auparavant il y avait eu plus de communication avec les responsables, plus de réactivité au moment... Alors, je n'ai pas le résultat de l'enquête, je pense que tout le monde a pu le lire à droite à gauche. On sait qu'il y a eu un retard au départ des secours parce qu'il y a eu un retard à l'alerte et à la levée de doute. Donc je reboucle un petit peu sur ce que j'ai dit au début. Un des critères de succès, si vous voulez, d'une intervention en cas de sinistre, ou même d'ailleurs d'attaque terroriste, parce qu'on dispose d'1 heure sur une victime par balle. Donc c'est la vitesse d'intervention. Donc c'est l'alerte, ça commence par l'alerte. Tant qu'on ne nous aura pas appelé et prévenu qu'il se passe quelque chose, à chaque fois on perd des minutes précieuses. Donc c'est vraiment ce qui est fondamental. Et c'est ce qui a joué. Il est presque l'heure de nous retrouver dans les rooms. J'ai encore 2 questions. Une pour vous. Jacques, quel lien vous avez actuellement avec votre poste à la Société Générale et avec la BSPP ? Alors, comme beaucoup de mes collègues, des liens liés à l'opération, mais aussi liés à la conception des bâtiments. Par exemple, Société Générale est dans un immeuble de grande hauteur. Oui. Donc, tout ce qu'on modifie, on réaménage dans le bâtiment, on doit déposer un dossier en préfecture et le bureau prévention de la brigade valide ou avec des prescriptions ce qu'on modifie dans le bâtiment. Ensuite, il y a les commissions de sécurité qui passent aussi dans les ERP de toutes les villes. Et puis après, il y a l'opérationnel. Heureusement, je n'ai pas eu à faire appel à la brigade pour de très grosses interventions. Néanmoins, quasiment tous les jours, il y a un véhicule de secours à victimes qui vient pour un malaise, de la bobologie, comme on dit, ou un malaise cardiaque. D'accord. Colonel, dernière question avant d'entamer ces échanges, partage d'expérience en room. On sait que comme la police ou les médecins, les pompiers ont toujours beaucoup de mal à agir dans ce qu'on appelle les zones de non-droit. Je voudrais vous demander comment se font les interventions de la BSPP au sein d'entreprises, justement, vous êtes peut-être concernés en nous regardant ce soir, qui sont dans des quartiers sensibles, à Paris par exemple comme Saint-Denis, mais aussi à Strasbourg ou à Nantes. Alors nous, ça change pas. Vous à Paris, puisque c'est la BSPP. À Paris ou dans les départements de la Petite Couronne, il n'y a rien de particulier. Alors aujourd'hui, si on détecte une menace particulière, mais pas exclusivement parce que la personne est agitée ou alors parce qu'il y a un risque de violence urbaine, on demandera l'intervention immédiate de la police. De toute façon, aujourd'hui, quand il y a une menace identifiée et imminente sur les pompiers, on n'interviendra pas tout de suite, on attendra l'arrivée de la police pour agir sous protection. D'accord.
Et en cas de déclenchement, par exemple, de violence, hein, de ce qu'on appelle de violence urbaine, à ce moment-là, on définira même, on revient sur le principe, si vous voulez, de la zone d'exclusion, du quadrilatère, et qui sera et on interviendra à l'intérieur que sous la protection et en coordination étroite avec la police. D'accord. Donc ça, évidemment, ça freine notre intervention, ça retarde un petit peu l'arrivée, mais la plupart du temps, on intervient assez naturellement. Est-ce que les services de sécurité des entreprises, les agents de sécurité peuvent vous épauler éventuellement? Non, ça sera toujours la police? La police, oui. Non, mais si on la demande, oui, c'est la police. On n'interviendra pas. De toute façon, on attendra la police avant de s'engager. Mais dans certaines circonstances, les agents de sécurité peuvent être des facteurs d'apaisement, des facteurs des facilitateurs, hein, pour nous permettre d'intervenir, hein, effectivement. D'accord. Bien qu'il n'ait pas le droit d'intervenir sur la voie publique, mais là, dans un cas d'urgence, bien sûr. Voilà, l'agent de sécurité, c'est un citoyen, il a le droit d'aider. Merci colonel, merci Jacques. Il est temps de passer donc aux échanges et partages d'expériences en virtuel et en petits groupes.